bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Ce n'est que du cinéma, épisode spécial Golden Globe. Que vous le savez, on rentre dans cette période, cette saison des récompenses. Donc les Golden Globes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cérémonie peut-être un petit peu moins prestigieuse que celle des Oscars, mais en tout cas c'est toujours une bonne façon aux États-Unis de prendre un petit peu la température. Et donc nous, vous savez bien, l'année passée on avait fait nos pronostics Oscars pour savoir qui sera le meilleur film, le meilleur acteur, la meilleure actrice, le meilleur second rôle, enfin tout ça, le meilleur film d'animation évidemment. Et donc là, on a la chance d'être avec autour de ce micro Jess, Edouard et Julie. Bonjour les copains, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Salut tout le monde, coucou. Coucou à tous. Hello. Et donc nous, on aime beaucoup quand même cette saison des récompenses. Et on a eu la chance d'avoir Jess dans l'équipe qui, pour Pix, on peut le dire, a couvert pendant toute la nuit, parce que c'est toujours en décalage avec les États-Unis, tu nous raconteras ça un petit peu, cette cérémonie des Golden Globes, vécu ça en direct. Voilà, donc J'étais pas sur place, j'étais dans un micro-studio à Bruxelles. Oui, non, c'est ça. Je n'étais pas à LA. Mais avec quand même comment est-ce qu'on appelle ça, avec le live feed qui arrivait des États-Unis, que tu commentais en direct. Nous avons reçu le live feed et une conduite en English. En anglais. Wow. Et du coup, je ne sais pas comment est-ce qu'on va présenter ça. Est-ce qu'on commence tout de suite par la plus grande récompense, le meilleur film, ou est-ce qu'on fait peut-être on fait par le bas, on remonte par le bas peut-être, non ? On fait durer le suspense. Oui, on peut. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que quand même, en regardant quand même la sélection, comme on a bien bossé cette année 2025, n'est-ce pas les amis, on a vu pas mal de films en fait, donc on aura probablement quand même quelques avis à donner là-dessus. On les a pas tous vus, et notamment il y a un grand absent pour nous les Européens, c'est le Marty Supreme, qui sortira, si je me trompe pas, mi-février. En février, ouais. Avec Timothée Chalamet. Du coup, c'est un peu difficile, je crois, personne, voilà, à moins que vous avez volé aux États-Unis pour le voir, personne l'a vu autour de la table, on est d'accord. La vision de presse la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc on ne peut pas encore, donc on a très hâte de voir ce film, mais c'est vrai qu'il a remporté quelques petites choses, on spoil déjà. Commençons peut-être par le bas, on a meilleur acteur dans un second rôle. Alors très rapidement, on a donc Benicio del Toro pour One Battle After Another, on avait Jack Elordi pour Frankenstein, on avait Paul Mescal pour Hamnet, ça aussi Hamnet, un film qui revient beaucoup, Sean Penn pour One Battle After Another, on l'avait adoré, et Adam Sandler pour Jake Kelly, on en avait parlé aussi. Et c'est finalement Stellan Skarsgård qui a gagné pour Valeur sentimentale de Joachim Trier. Qui avait vu ce Valeur sentimentale ? On l'a tous vu en fait, hein ? J'avais vu. C'était un petit peu la surprise quand même de la soirée. Il n'était pas forcément le grand favori. Il y avait quand même pas mal. J'aurais jamais parié sur sur ça. Des poids lourds, ouais, face à lui quand même. Même si c'était un acteur culte, enfin voilà, à la fois international et norvégien, à la fois de films d'auteur et de grands films grand public. Mais c'est vrai que personne l'avait vu venir. Je crois. C'était quand même la première surprise de la soirée. Oui, et puis c'est le papa de toute une fratrie de Skarsgård dans tous les sens. Oui, il a fait des garçons de talent. Voilà, tout à fait. Oui, ils sont connus pour leur talent, entre autres. Non, c'est vrai. Non, vous savez, vous auriez parié quoi, franchement ? Bon, on n'a pas encore vu Hamnet. Si toi, t'as vu Hamnet, Julie ? Moi, Paul Mescal, c'est toujours une bonne option. J'étais sur Paul Mescal ou sur Sean Penn. Je trouve que Sean Penn signe un peu son grand retour, et Paul Mescal est aussi très très intense dans Hamnet. Après, là, franchement, dans la sélection, c'est ultra dur. Hein. Franchement, moi, j'aurais même pas. Je sais même pas sur qui j'aurais réellement parié. J'ai adoré Benicio del Toro, Jacob Elordi. Il est un peu trop beau en Frankenstein, c'est vrai, mais il est quand même super. Et tout le monde est génial, quoi. Donc, très dur. C'est vrai que moi, je pense que j'ai une petite déception quand même pour Sean Penn. Je trouve qu'il a fait un petit comeback quand même pas mal avec ce rôle complètement décalé de ce militaire à la fois détestable et un peu comique. Donc certains avaient quand même misé sur lui, donc un petit peu déçu quand même, je trouve. Moi j'aurais peut-être misé sur lui, même si j'adore Stellan Skarsgård, mais j'ai l'impression que Sean Penn, il m'a fait rire parce qu'on a quand même des images de lui à la fin de la cérémonie où il est en train de cloper dans la salle des Golden Globes. J'ai vu ça. C'est une des meilleures images de la soirée. Non, mais il faut croire que l'Académie aux États-Unis n'aime pas ça, parce que ça me fait penser un peu au cas d'Amy Moore pour The Substance, qui est aussi une actrice qui a eu une carrière dans le passé, qui n'a jamais vraiment remporté la timbale, mais qui a toujours été là dans le paysage, qui s'était un peu fait oublier. Enfin voilà, Sean Penn, c'était un petit peu ça, et qui revient, mais c'est comme si le comeback, aussi brillant soit-il, ne suffit pas pour te faire prendre la statuette. Après, à contrario, Sean Penn, il a déjà gagné des trucs, quoi. Oui, c'est vrai que lui, il a déjà plus de prix. Il a déjà eu pour Mystic River. Exactement. Tout à fait. Bon, alors passons à la catégorie suivante, l'actrice, la meilleure actrice dans un second rôle. Alors, on a Teyana Taylor dans One Battle After Another, on a Emily Blunt dans The Smashing Machine, Elle Fanning dans Sentimental Value, Ariana Grande dans Wicked for Good, Inga Hildsdotter Lilias pour Sentimental Value et Amy Madigan pour Weapons. Ah mais oui, Amy Madigan. Il y a un truc à dire autour de Amy Madigan, tout le monde l'adore. Et la gagnante, ça a été
Teyana Taylor pour One Battle After Another. Qu'est-ce qu'on en pense, les amis? Moi, je suis trop contente. Oui. C'était vraiment pour moi la révélation et son discours était incroyable. J'ai adoré. Je suis trop contente qu'elle ait gagné. Je suis très étonné par Teyana Taylor et pourquoi elle a gagné. Je dirais pas que je suis pas content ou quoi, mais pour moi, c'était, elle a joué Samuel Jackson pendant 30 minutes. Ouais, dur. Non. Oh, t'es dur. Ah, désolé. Je suis désolé. Mais c'est vrai que moi, je la connaissais pas du tout. Ça paraît un peu une belle récompense très tôt déjà dans sa carrière. Donc ça, c'est bien. Quelqu'un a vu de Smashing Machines? J'ai pas Emily Blunt dans Smashing Machines. Oui, j'ai vu. Ouais, bien, pas bien? Oui, bien. Elle joue la femme du héros, qui est donc ce wrestler, comment est-ce qu'on dit, ce combattant. Ce combattant de MMA. Ouais, voilà. Donc oui, elle est bien, mais effectivement, je trouve que Teyana Taylor méritait quand même amplement. Je trouve que c'était vraiment une chouette surprise. Elle a fait un discours hyper émouvant. Je trouve que c'était vraiment le premier discours émouvant de la soirée. Mais en face, Amy Madigan avait quand même gagné quelques jours auparavant au Critics' Choice Awards le prix pour son rôle dans Weapons, qui est un rôle quand même beaucoup plus particulier, une espèce de rôle, je sais pas, pour ceux qui ont vu Weapons, elle a un rôle de sorcière flippante, qu'elle fait très très bien, mais voilà, non, moi je suis contente pour Teyana Taylor. Oui, c'est ça. Amy Madigan, il y a eu un espèce de, je sais pas, de buzz autour de cette actrice, 75 ans, qui joue cette sorcière absolument incroyable, et c'est vrai qu'elle a été récompensée pour ça. Alors, on avance. Meilleur acteur dans une musical ou une comédie. Donc on avait Timothée Chalamet pour Marty Supreme, on a George Clooney dans Jake Kelly, on a Leonardo DiCaprio dans One Battle After Another. One Battle, il est vraiment nommé dans chacune des catégories. Ethan Hawke dans Blue Moon, Lee Byung-hun dans No Other Choice et Jesse Plemons dans Bougonia. Il y a du lourd là aussi, il y a eu du lourd. Et alors le gagnant, Timothée Chalamet pour Marty Supreme. Une petite frustration, on l'a toujours pas vu, mais donc c'est difficile du coup de comparer, parce qu'on n'a pas vu, peut-être que le film est absolument bouleversant et merveilleux. Blue Moon, quelqu'un a vu Blue Moon? Ethan Hawke? J'ai vu une grande partie de Blue Moon. Okay. Ah, tu as dormi. J'avais beaucoup de choses à rattraper, j'étais un peu fatiguée. C'est un film où ça parle beaucoup, donc je vais attendre de le revoir entièrement pour donner un avis, mais il n'était pas forcément favori. Non, un Linklater d'ailleurs. Ouais, encore, il va vite avec la nouvelle vague déjà. Je trouvais qu'Ethan Hawke était un petit peu en surjeu quand même dans ce personnage, mais voilà, j'en dirais pas. Vu la taille qu'il a, il est en sous-jeu, je dirais. Oh là là. Et Jesse Plemons dans Bougonia, ça nous avait plu, ça, non? Quand même. Ça, c'était un super rôle. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il chope une petite statue quand même, Jesse Plemons. Il passe à travers les mailles à chaque fois. Franchement, l'année prochaine, c'est pour lui. Ouais, je pense. Vous l'entendrez entendu ici en premier. En même temps, avec la giga promo que nous a envoyé dans la face Timothée Chalamet, j'ai l'impression qu'il était chaud pour le prix. Et ce qui est marrant, c'est qu'il l'a chopé à la barbe de DiCaprio, qui est un petit peu, je dirais pas son mentor, mais je sais qu'il admire beaucoup DiCaprio. Je sais qu'ils s'entendent bien tous les deux, que DiCaprio lui donne des petits conseils. Voilà, Léo, dis donc. Et donc, du coup, non, Timothée Chalamet, on peut en dire ce qu'on veut. C'est quand même impressionnant ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Du coup, je suis assez curieuse de voir le film. On en parlait en off quand il était sur le tournage de Dune entre deux prises et qu'il s'ennuyait. Il avait sa guitare parce qu'il préparait le biopic, ça m'échappe toujours, de Bob Dylan. Voilà, exactement. Donc il apprenait l'harmonica et la guitare en même temps. Et après, sur son tournage suivant de Bob Dylan, il faisait du ping-pong dès qu'il était entre deux prises. Il a toujours un skill sur le feu. Quoi, tu vois. Non, mais il le dit, je sais plus ce qu'il avait dit dans un discours récent, qu'il voulait être le meilleur. Il voulait être le meilleur. Donc bon, on peut en penser ce qu'on veut. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Il s'en donne les moyens en tout cas. Ouais. Ouais. Au max, quoi. Tout à fait. En tout cas, nous, on a hâte de découvrir le film très très bientôt, évidemment. On en parlera dans Ce n'est que du cinéma, c'est sûr. Alors, catégorie suivante, meilleur acteur dans un drama. Alors, comment est-ce qu'on pourrait traduire drama? C'est quoi? C'est film dramatique. Un drame. C'est ça, film dramatique. Ouais, drame, quoi. Drame, ça fait un peu genre. C'est vrai que les Golden Globes, contrairement aux Oscars, ils ont deux catégories. Comédie et la catégorie dramatique. Et puis bon, t'as One Battle After Another qui est donc comédie, alors que c'est pas vraiment non plus qu'une comédie, voire pas vraiment. Donc voilà, ils font étrangement la distinction, mais ça permet de pouvoir récompenser plus de films. Et alors dans cette catégorie-là, il y a du lourd aussi. Donc on a Jeremy Allen White, qu'on adore évidemment, pour Springsteen. On a Michael B. Jordan pour Sinners. On a Dwayne Johnson pour The Smashing Machine, à nouveau le retour. On a Oscar Isaac dans Frankenstein. Et on a Joel Egerton dans Train Dreams. Et puis Wagner Moura dans L'Agent Secret, film brésilien. Et le gagnant, Wagner Moura pour L'Agent Secret. Donc ça, plutôt cocorico, parce qu'à Cannes, on l'avait annoncé. J'ai une vidéo où je dis qu'il mérite d'avoir la meilleure performance. Et il l'avait eu d'ailleurs à Cannes aussi. Il a remporté le prix d'interprétation là-bas. Donc très content. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Probablement pas favori, ce qui fait de lui le premier acteur brésilien
à avoir un prix d'interprétation comme ça au Golden Globes. Tout à fait. Je sais pas autour de la table qui l'a vu. Toi, tu l'as vu, Martin, à Cannes. Agent secret. Je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi, oui. Ah oui, ça, on l'a tous vu. On passe bien dans ce podcast, dis donc. Mais c'est vrai que c'était une surprise quand même aussi. Moi, j'avais pas misé dessus spécialement. Je sais que mon co-host, que je salue d'ailleurs, avec qui j'ai co-présenté Golden Globes, que je fais comme si je l'ai présenté, mais pas du tout. J'ai commenté, voilà, ce cher Hippolyte, qui est connu dans le milieu. Lui, c'était pour lui le plus grand scandale de la soirée. Il ne comprend pas le prix de Wagner Moura. Et je le rejoins un peu malheureusement. Ouais, voilà. Je le trouve très bien dans le film, mais de là à remporter le Golden Globes, j'étais aussi assez surprise. C'est un peu beaucoup. Je dois avouer. La compétition est dingue, quoi. Il y avait quand même des gros points en face de lui. Michael B. Jordan, c'est un super rôle, même un double rôle dans Sinners, parce qu'il joue deux jumeaux, mais ok. Bon, Jeremy Allen White, j'ai pas encore vu Springsteen. Oui, j'ai vu Springsteen et je le trouvais incroyable. Phénoménal. J'ai vraiment adoré Springsteen. C'est vraiment un film pour moi qui est vraiment passé à la trappe. Personne ne l'a vu. J'en ai parlé et j'ai dit et pour moi c'est une vraie révélation. Pour moi c'était un peu du niveau de Chalamet dans Bob Dylan. C'est du grand jeu. Donc j'étais un peu déçue. Il l'a pas eu pour Bob Dylan du coup, donc c'est peut-être aussi un peu ça. Et puis il y a Marty Supreme. Non, c'est donc ça. Toi, Martin, par contre, ils auraient pu aussi le récompenser, Jeremy, pour aussi la série, sur laquelle il a vraiment. The Bear, exactement. Il a reçu pas mal de cuisine, quoi. Voilà. Il a reçu beaucoup pour The Bear. Aussi. C'est peut-être ça aussi. Les années précédentes, il a eu pas mal de prix pour ce film. Et là, je crois que la sauce est un peu retombée pour The Bear. Ah, c'est bien trouvé en cuisine, la sauce est retombée. La mayonnaise. Est-ce que quelqu'un a vu Train Dreams avec le Joel Edgerton? Et non. Oui. Non. Ouais. Et alors, bien. Non. Il est sur une plateforme avec une lettre rouge comme logo, si vous voulez tout savoir. C'est presque dommage d'ailleurs qu'il soit pas sorti au cinéma, Train Dreams. C'était un direct ou VOD. Il aurait pu, il méritait complètement parce que c'est un très très beau film au niveau esthétique, au niveau visuel. Et c'est difficile de résumer l'histoire, mais on suit un homme sur une histoire de 20 ans entre le moment où il rencontre sa femme, ils font une famille, mais on est un peu entre deux, on est dans les années 40, 50 et on sent que la société est en train de se transformer. Très beau film, très poétique, mais je sais pas si... Oui, il y avait quand même des prétendants assez importants en face de lui. Donc c'est un très joli film et je trouve qu'il joue très bien, effectivement. Mais voilà, je sais pas s'il était mon favori pour autant. Mais le film est à voir, par contre, je vous le recommande. Il est sur Netflix, du coup. Pas sur son Non, mais c'est vrai que l'agent secret, moi, les retours que j'avais, c'est que c'est un peu long. En fait, il y a des gens qui ont du mal avec ce rythme, ce faux rythme. Déjà, parce que les 45 premières minutes du film, il n'y a pas d'histoire. On est sur une description totale. Et en fait, après 45 minutes, il y a un plot, quelque chose qui se passe. Ah, on te raconte une histoire. Et c'est pas simple. J'avais un peu... Plus à Cannes, on était bien fatigué aussi. C'était un film qui était un petit peu exigeant. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça absolument parfait. Donc, je suis pas choqué, mais je peux comprendre que, vu la compétition face à Wagner Moura, ça ne fasse pas l'unanimité. J'ai effectivement des gens autour de moi qui trouvent ça scandaleux que le film s'appelle L'Agent secret, alors qu'il n'y a pas vraiment d'agent secret dans le film. C'est un ancien agent secret qui fuit, quoi. Ouais, et puis c'est très compliqué. Ce film-là est très compliqué à parler parce qu'il est ultra inégal, je trouve. Vraiment, il y a des scènes formidables. Ouais. Et il y en a d'autres où c'est vraiment des gens qui parlent pendant 20 minutes et on comprend rien à ce qu'ils disent. Il y a des scènes très longues et qui digressent complètement. Ouais. C'est un peu dur à juger ce film-là, en tout cas, mais la performance de Wagner Moura, je la trouve pas non plus formidable, quoi. Il joue pas grand-chose. Il a pas grand-chose à manger, je trouve. Mais bon. C'est mon avis. Ok, d'accord. Mais c'est bien, on ne peut pas être d'accord dans ce podcast. C'est pour ça qu'on est là. Alors, on passe à la catégorie suivante, la meilleure actrice, du coup, dans un film dramatique. Alors, je vous les nomme. On a Eva Victor dans Sorry Baby. On a Tessa Thompson dans Edda. Julia Roberts, dis donc, dans After the Hunt. On a Renate Reive, comment est-ce qu'on dit Renate Reinsve dans Sentimental. Il y a la version anglaise, la version norvégienne. Bon, il y a Renate, quoi. Renate dans Sentimental Value. On a Jennifer Lawrence dans Die My Love. Ouh là là, on en avait parlé à Cannes de ce truc. Et on a Jessie Buckley dans Hamnet. Alors, la gagnante de ce prix... Jessie Buckley pour Hamnet. Qu'est-ce qu'on en pense C'est amplement mérité. Jess, qu'en penses-tu? Je cherchais dans mes notes. La voix dubitative dans ses notes. Non, si, elle était quand même grande favorite, parce qu'elle avait gagné quelques jours avant Critics' Choice Awards, déjà le prix de la meilleure actrice, et que beaucoup de gens avaient salué sa performance dans Hamnet. C'est vrai que chez nous, il va sortir là maintenant seulement dans quelques jours, mais il est déjà sorti aux États-Unis, et sa performance était saluée de toutes parts. Donc pas trop de surprise, et moi je trouve amplement méritée. Je trouve qu'elle est bluffante, elle est bouleversante dans ce film. Le film est
Très très triste, je suis toujours en train de m'en remettre. Mais c'est un très beau film. Je me suis demandé est-ce qu'on a besoin de films aussi tristes au cinéma, mais non, elle est incroyable. Donc elle joue effectivement la femme de William Shakespeare. Ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils forment un couple, ils fondent une famille, puis ils traversent un drame tragique. Et voilà, si vous voulez la voir en train d'accoucher en pleine forêt, ou si vous voulez la voir en train de se battre pour la survie de son enfant, enfin voilà, elle me déchire le cœur, mais elle est juste bluffante, donc c'est amplement mérité, moi je trouve. Elle éclipse même un peu Paul Mescal. Oui, je suis d'accord. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu viens de le voir, Julie? Oui, moi je la trouve très très intense. Je trouve que chaque plan, en fait, elle est très sauvage. Enfin, il y a un côté, voilà, un peu sorcière, nature. C'est très beau. Je trouve que tout ce qu'elle fait, on ressent chaque émotion. C'est très fort émotionnellement. Donc, je salue l'artiste. Tout à fait. Et est-ce que quelqu'un a vu Eda? Moi, ça me dit rien du tout. C'est pas arrivé chez nous encore. Ça me dit rien du tout. Tessa Thompson, qui est une super actrice, mais Eda, non, voilà. Et est-ce que quelqu'un a pu voir ce film qui est passé complètement inaperçu, Sorry Baby? Oui, tout à fait. Oui. Ça pas tant passé inaperçu, j'ai l'impression, autour de moi. Non, ça a été bien vu quand même. Il a une sortie en Belgique, quand même. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est déjà très cool pour elle qu'elle ait été nommée, je trouve, parce que du coup Julia Roberts a rendu hommage à Eva Victor qui a donc réalisé le film et qui joue dedans. Ah, c'est la réal aussi, ok. Voilà, c'est ça. C'est son premier film aussi, il me semble. C'est son premier film, ouais. Et donc vous recommandez Sorry Baby, ce qui est carrément. C'est assez singulier, c'est original et c'est quand même une actrice à voir pour la suite. C'est très doux et à la fois très fort. C'est vraiment un beau film qu'il faut voir selon moi. Et après, pour parler vite fait de Jessie Buckley, moi j'ai pas vu Hamnet, mais ça allait arriver aussi. Les derniers rôles qu'elle a eu, à chaque fois elle est incroyable, même dans des trucs comme Men qui avait été réalisé par Alec Garland, elle était formidable aussi. C'est plus ou moins le seul personnage du film et elle le porte toute seule sans aucun problème. Elle avait aussi fait un autre truc avec Jesse Plemons. J'ai plus le nom du film, mais c'était aussi un film Netflix, il me semble. Et en fait, chacune de ses performances, à chaque fois, elle éblouit, je trouve, vraiment. Et donc, même si j'ai pas vu le film, je suis sûr et certain que c'est mérité et que ça, de toute manière, n'aurait pas tardé, quoi qu'il en soit. Okay. On l'a vu dans The Lost Daughter, un film de Maggie Gyllenhaal, et on l'a vu dans Tchernobyl, la série aussi. Mais je ne me souviens pas tout à fait d'elle dedans. Et elle était dans Scandaleusement Vôtre, où elle est vraiment très très drôle et très espiègle, elle est vraiment géniale. C'est hyper jouissif. Alors, catégorie suivante, meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Alors, dans les nominés, nous avons Chase Infinity pour One Battle After Another. Nous avons Amanda Seyfried pour Le Testament de Anne Lee. C'est marrant, je l'aurais attendu dans un autre film. Emma Stone, Bougonia. Kate Hudson dans Song Sung Blue. Ah mais oui, c'est avec Hugh Jackman, ça. Cynthia Erivo pour Wicked for Good. Et Rose Byrne pour If I Had Legs, I'll Kick You. Et la gagnante, c'est... Rose Byrne, If I Had Legs, I'll Kick You. Qu'est-ce qu'on pense de cette récompense, toi, Jess? Eh bien, je n'ai pas vu If I Had Legs, I Would Kick You. Non, il n'est pas sorti chez nous, on est d'accord. Non, effectivement. Mais elle était quand même favorite dans cette catégorie. Okay. Et je suis super contente pour elle parce qu'en fait, j'adore cette actrice. Je crois qu'une des premières fois où je l'ai découverte, c'était dans Bridesmaids. Et elle a un rôle vraiment savoureux. Elle était très, très, très douée en comédie. Mais on l'a vu aussi dans des films d'horreur comme Insidious et tout ça. Bon, là, je cite vraiment ses gros succès. Tu fais plaisir à Edouard. Mais donc, je suis très contente pour elle. Et j'ai hâte de voir le film. Ouais. Qui d'autre veut... Pareil, moi c'est une actrice que j'ai beaucoup vue aussi avec Seth Rogen notamment dans des comédies, voilà, un peu tout public, on va dire. Et là c'est un film genre apparemment un peu horreur, et ça m'intrigue beaucoup. Surtout que c'est... est-ce que c'est pas un A24 encore ? Je me pose la question, bref. Non, et en fait, aussi, quand je regarde la catégorie, par contre, dans la catégorie, j'en ai vu pas mal quand même. Et c'est vrai que bon, moi j'aurais donné à aucune d'entre elles parce que Emma Stone, c'est clair qu'elle a un chouette rôle, etc. Mais il n'y a pas non plus, il y a pas grand chose à jouer non plus. Moi je l'ai trouvé impeccable, mais rien de. Mais c'est rien de fou, quoi, malheureusement. En fait, elle met la barre tellement haut, Emma Stone. Elle a déjà en plus tellement raflé de statuettes aussi, c'est difficile. Et Bougonia, c'était super. Elle en a déjà 2, il me semble. Bientôt 3, c'est sûr. Enfin, faut laisser aux copines un peu. Oui, c'est ça. Donc voilà, non, mais c'est bien pour Rose Byrne. Ça fait longtemps qu'elle est dans le milieu, donc trop bien qu'elle ait une récompense. Je sais pas s'il en a déjà eu une avant, mais quoi qu'il en soit, mérité, c'est sûr. Et de Testament Anne Lee, ça parle à quelqu'un? C'est pas encore sorti. Non, ça doit être un truc, voilà, c'est ça. Mais j'avais cité Amanda Seyfried parce qu'elle avait
Elle était apparue dans un film dont on avait parlé, donc La femme de ménage, évidemment. Ça aurait été surprenant que ce soit nommé au Golden Globes. Oui, après, il y a quand même... Même si elle est très bien dans le film. Sydney Sweeney serait nommée. Non, c'est pas près d'arriver, en tout cas pas tout de suite. Nous l'attendons. Vu les polémiques. Song Blue, quelqu'un a vu là ce biopic aussi des deux avec Hugh Jackman, ouais. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. C'est bien. Je l'ai vu. On très sent américain, apparemment. Oui, voilà, on sent qu'ils ont essayé de tout faire pour peut-être être nommés au Golden Globe. S'il vous plaît. Il y a des films comme ça. En tout cas, elle se donne à fond et elle le fait bien. Mais c'est vrai que c'est une histoire d'amour, de nouveau entre deux stars du comment on appelle ça, la country, voilà, c'est ça. C'est ça, de la country. De la country qui essayent de se relancer un petit peu dans le milieu. Ils sont très touchants, ils sont très mignons. Et puis un drame qui leur arrive, surtout à elle, et donc ils essaient de se reconstruire après ça. Mais c'est très tire-larme, c'est très pathos. C'est vraiment pour on veut un Oscar please. Voilà, c'est ça. Donc on est vraiment dans le truc dramatique à souhait. Donc ouais, ça m'a pas trop parlé, moi, même s'ils sont tous les deux attachants. Alors les amis, on avance, on arrive dans la catégorie des films d'animation. Alors films d'animation, on a dans les 6 nominés, on a Elio, on a Little Amélie et c'est en français en plus, je le retraduis en anglais, mais c'est la petite Amélie et la métaphysique des cordes, des tubes, c'est ça, oui c'est ça. On a Zootopie 2, on a Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, bref c'est pas la peine, Arco, et on a K-pop Demon Hunters. Et alors le gagnant de cette catégorie c'est K-pop Demon Hunter qui gagne cette catégorie. Qu'est-ce qu'on en a pensé et surtout qu'est-ce que quelqu'un a vu ce film qui est sur Netflix aussi directement, non? C'est marrant, j'aurais misé sur toi. Désolé, je ne l'ai pas vu. Mais la chanson Golden quand même, personne n'a survécu. Absolument pas entendu moi. Ah ouais, je ne sais pas comment tu l'as fait. T'as beaucoup de chance parce qu'une fois que ça rentre dans ta tête, ça vit sans payer le loyer pendant des mois et des mois et des mois. Tu vois, dans ta tête. Bon, malheureusement, je vais être honnête, j'ai dû rattraper beaucoup de films avant de pouvoir débriefer ce Golden Globes et j'ai pas pu tout voir, donc j'ai regardé seulement 20 minutes de K-pop Demon Hunter. Mais j'ai trouvé ça déjà très fun et très très drôle en vrai. Ouais. Donc je vais être chaude de continuer à regarder la suite. Mais c'est très niche à la base. Ça me tentait pas trop parce qu'on parle quand même de K-pop et on est quand même sur du manga. Du coup, 2 univers a priori qui me parlent pas trop. Ouais. Mais en vrai, j'ai trouvé ça assez fun, assez décalé. Les héroïnes sont drôles. Donc j'ai hâte de continuer et il a déjà remporté pas mal de prix en soi le film. Donc je crois qu'il est bien parti peut-être pour. Il me semble aussi que c'est un des plus vus de Netflix cette année. Il cartonne en fait. Ça fait des chiffres absolument dingos. Non mais les fans de K-pop, c'est une espèce à part. C'est une armée. Quand ils rentrent sur Twitter, tu te fais encenser ou détruire. Ils sont hyper bien organisés les fans de K-pop. Ils sont là. Mais c'est sûr que là, ce groupe de K-pop, c'est en fait une façade, mais en fait, en vrai, ce sont des chasseuses de démons. Sur papier, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais vu que ça cartonne, ça m'intrigue. Oui, totalement. voir. Est-ce que quelqu'un a vu la petite production française Arco? Oui. Ouais. Et alors c'est super. J'ai que des bons retours aussi de ce film. C'est magnifique en fait. C'est vraiment, c'est ultra poétique. C'est très français pour le coup. Parce que après des animations françaises, on n'a pas eu énormément ces temps-ci, j'ai l'impression. Mais il y avait des trucs extraordinaires comme Mars Express qui avait eu. Oui, je l'avais vu, ça c'était super ça. Toujours aux galeries que je découvre des trucs comme ça. Et Arco, c'est vraiment super aussi. C'est tellement coloré. C'est tellement touchant aussi comme truc, ça vaut vraiment le coup. Et pour le coup, j'ai vu Elio aussi, dont personne n'en a parlé, et personne n'en reparlera plus jamais, je crois. Disney, il est super, il est super Elio, je vous le conseille. Vraiment petit film feel good. C'est vraiment sympatoche, Après, ça casse pas 3 pattes dans un canard, on va pas se mentir. Oui, il aurait jamais gagné. Voilà, jamais de la vie, mais d'un autre côté, c'est quand même sympa. Et en fait, Disney, ils en ont un peu marre vous nous demandez du nouveau, et quand on fait du nouveau, il y a personne qui va en salle. Ouais, donc on va continuer à faire des remakes live action. Zootopie 2, qui est aussi catégorisé là-dedans. Voilà. Mais qui est genre aussi, qui a fait un carton de zinzin. Ah oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'Arco vient de remporter un prix aux European Film Awards, donc il a quand même été récompensé. Et je l'ai pas encore vu, j'ai pas encore su le voir, je l'ai pas vu au cinéma. Enfin bref, et j'en entends beaucoup de bien, mais certains disent quand même qu'on sent une grosse inspiration de Miyazaki, du côté de chez Miyazaki. Il y en a un peu, je pense, mais c'est très bien Miyazaki. Oui, voilà, mais je pense pas autant que ce qu'on en dit, quoi. C'est quand même très français, quoi. Et la métaphysique des tubes, quelqu'un a vu ça? Oui. Pas du tout. Okay. Et alors Jess? Très chouette, donc une adaptation du célèbre roman d'Amélie Nothomb que j'avais lu en plus à l'époque, et là ils l'ont retranscrit, ils l'ont adapté et c'est très joli, le film est très joli, c'est vraiment l'évolution de cette petite Amélie qui n'est pas vraiment une petite fille comme les autres. Donc le film est très poétique, très drôle, c'est sublime visuellement, donc vraiment je le conseille aussi. Ok. Merci.
Alors, plus que 3 catégories avant de terminer cette émission hors série des Golden Globes. Alors, nous arrivons dans la catégorie film étranger, enfin, film en langue non anglaise, littéralement si on traduit. Donc, nous avons dans les nominés No Other Choice, nous avons Sentimental Value, Sirat, le fameux Sirat, La Voix de Indra Jab, nous avons donc c'était un simple accident de Jafar Panahi, et L'Agent Secret à nouveau. Et la petite statuette est partie à L'Agent Secret. C'est vraiment le strike est total pour le film. Le grand gagnant. C'est ton chouchou, du coup. Mais moi, je suis très content. Mais c'est vrai que là, il y a du lourd en face. Syrah, évidemment, en fou. Sentimental Value, voilà, c'est dingue. D'ailleurs, aux European Awards, que tu as aussi couvert, Jess, il a été le grand gagnant. Sentimental Value a vraiment attrapé beaucoup de prix. C'était Sentimental Value, le grand gagnant, et puis Sirat aussi. Et puis le Panahi, voilà, ça avait été la Palme d'Or à Cannes, souvenez-vous, en 2025. Palme d'Or un peu surprise. Ouais, un peu politique, peut-être trop politique, voilà. En même temps, vu ce qui se passe en Iran aujourd'hui, c'est nécessaire. Et si ça peut aider de toute façon à faire avancer la situation là-bas, tout est bon à prendre. On avait La Voix de Indra Jab, vous l'aviez vu ce film-là? J'ai pas osé. Aussi un film très politique, mais aussi très pas biaisé, c'est pas du tout le bon mot, mais qui nous prend un peu en otage en termes d'émotion, parce que voilà, le film reprend des vraies archives audio, donc c'est très fort et c'est très dur comme film. Hyper dur, et en même temps, au niveau cinéma, moi j'avais trouvé ça un peu malhonnête aussi, parce que t'es coincé dans ce truc, et tu fais genre, ok, cinéma, c'est un peu... Mais en même temps, c'est tellement politique que il faut regarder ça. J'avais beaucoup plus préféré Mets ton cœur dans ta main et Marche, je le traduis très mal, mais qui était un autre film aussi sur la Palestine, avec la fameuse journaliste qui avait été tuée une semaine avant d'arriver à Cannes. Tout à fait, oui, absolument. Ça m'avait plu, j'avais trouvé ça plus honnête dans la démarche et tout aussi fort. Et vu que forcément on adhère à la cause, donc forcément on est touché par le film, mais voilà. Très bien. Mais donc L'Agent Secret, ok, très très bien. Ah oui, petite info aussi, c'est quand même la première année où le jury des Golden Globes a été vraiment ouvert à d'autres profils. Il y a beaucoup plus de gens maintenant qui votent, parce qu'avant c'était quand même très un entre-soi. Là maintenant, je sais qu'il y a plein de critiques, de journalistes par-delà le monde entier qui viennent d'autres pays aussi, et certains disent que c'est peut-être pour ça aussi que maintenant de plus en plus l'Académie récompense plus de films, par exemple brésiliens, ou essayer de s'ouvrir plus et pas que faire on se récompense entre films américains. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté aussi beaucoup plus politique cette année dans aussi les choix de films, les sélections. Quand on voit ça, on se dit oui, quand même. Clairement. T'en as 3-4 qui sont vraiment très durs, et puis t'as un ou deux trucs qui sont un peu plus sur le côté comique ou une bizarrerie, comme Sirat ou No Other Choice, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir non plus. Qu'on attend avec impatience. Moi j'ai très envie de le voir. No Other Choice. Le nouveau Park Chan-wook. On ira voir avec plaisir. Que j'ai vu, mais je ne dis rien. Tu es toujours sous NDA. Qu'est-ce que j'allais dire encore ? Oui, sur le point de vue politique, par contre, ça a été un peu le silence au niveau des stars. On ne veut pas trop rentrer dans la politique, mais à part Mark Ruffalo qui a vraiment fait son speech à fond et certains discours au moment des récompenses qui ont été très forts, c'est vrai que beaucoup de critiques ont commenté les Golden Globes. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais comme étant quand même une espèce de silence global de ces stars d'Hollywood qui vivent un peu dans leur tour d'ivoire. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as senti un petit peu, ce manque de courage politique, à part certaines personnalités qui sont habituées des faits, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai que vu que c'est pas la joie pour l'instant ce qui se passe aux États-Unis, on aurait pu espérer effectivement peut-être un peu plus d'engagement de la part des artistes. Finalement, c'est vrai que même en termes de discours, il y a eu une ou deux petites vannes ou petites piques qui a été lancée pour dénoncer vaguement ce qui se passe là-bas pour l'instant. Effectivement, Mark Ruffalo a un discours très engagé, mais sur le red carpet, pas vraiment sur place. Donc non, ça a été plutôt sage en fait au niveau politique. Ils sont pas trop mouillés. Ouais. Après, peut-être que ça se garde pour les Oscars et que ça va tout péter, quoi. Stellan, ça se garde même. Super. Wow. Elle est belle. On les attend aux Oscars. Bon, très bien. On arrive dans les 2 catégories meilleurs films, qui sont à nouveau, Jess l'a expliqué, divisés en 2 catégories, puisqu'on met pas tous les films dans le même panier. On va commencer par donc l'avant-dernière catégorie de cette émission, meilleur film, donc film musical ou une comédie. Alors, nous avons dans les nominés Bugonia, Blue Moon, Marty Supreme, No Other Choice, Nouvelle Vague et One Battle After Another. Et ça, c'était aussi un énorme favori. Le gagnant, c'est... One Battle After Another, boom boom boom. C'était sûr. Bon, ça c'était sûr, et à mon avis aux Oscars ce sera la même. Voilà le prix politique. Voilà. Plus ou moins. Oui, plus ou moins. Gentiment politique. Faut le dire vite. On a beaucoup aimé Nouvelle Vague, mais voilà, à côté, il est bien gentil. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un complot. Non, on m'aurait nommé vraiment. C'est vrai, oui, quand tu regardes les autres, on les a pas tous vus, mais quand même, Blue Moon, Bugonia, No Other Choice, on n'a pas encore vu. Et No Other Choice, on n'a pas encore vu. C'est vrai que c'est peut-être vraiment très fort. Marty Supreme, quand même pas exagéré non plus. Il a
quand même le prix pour le meilleur acteur. Donc voilà, moi je trouve que c'est totalement mérité, ce One Battle After Another. On s'y attendait. Même si c'est effectivement c'est un des films, je trouve, le plus accessible de Paul Thomas Anderson. Je sais pas si c'est le meilleur film de l'année, mais en tout cas, je trouve que clairement, peut-être que ce qu'il dénonce, entre guillemets, dans le film, gentiment, c'est-à-dire l'Amérique un peu fracturée actuellement, dont le personnage de Sean Penn, qui est vraiment horrible et drôle à la fois. On le dira jamais assez. On a adoré Sean Penn. Donc voilà, mine de rien, c'était quand même une bonne chose que le prix soit récompensé. Bon, eh bien, last but not least, on arrive sur la catégorie meilleur film pour un film dramatique. Alors, dans le nominé, nous avons Hamnet, nous avons Frankenstein, Un simple accident, L'agent secret, encore lui, Sentimental Value, encore elle, et Sinners. Et le gagnant de la statuette la plus importante de la compétition, c'est... Hamnet. Alors, Jess. Tu pourrais, Martin, franchement, faire le host de Golden. Je fais tous les bruitages, en fait. Mais non, c'est pas on a hâte. Des prix qu'on ne voit pas assez, d'ailleurs. Le sound design. So Hamnet, alors du coup, Jess, qu'as-tu pensé dans cette catégorie? C'est compliqué, en vrai, les 6 sont bien. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas... j'aurais pas misé dessus à 100%. Il n'était pas enfin, il était favori, mais pas à fond, parce qu'il y avait quand même Sinners en face et Frankenstein qui avait gagné quelques jours auparavant des prix... Bon, toujours aux Critics' Choice Awards, mais qui donne aussi quand même un peu une tendance avant les Golden Globes et tout ça. Et je sais que Frankenstein a bien marché. Sinners, quand même, c'est un peu un Outsiders, mais qui a bien marché aussi. Je sais que ça a un peu moins marché chez nous, mais les Américains ont bien aimé. Et c'est un carton box-office aussi, surtout. Complètement, ouais, absolument. Et puis là, Hamnet, on a un drame familial, intime... on aurait pu se dire tiens et en fait pour moi je suis très contente, c'est une très bonne nouvelle, une des rares femmes nommées pour les grands prix qui gagnent, donc non franchement moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Oui, et Frankenstein, c'est vrai qu'il s'est faufilé dans plusieurs des catégories, on l'a jamais vraiment mentionné, on en avait parlé dans le podcast aussi, on sent voilà qu'il est cité parce que c'est quand même un bon film, mais ça n'a jamais passer ce plafond de verre de pouvoir vraiment... On se demande pourquoi, tiens. Guillermo del Toro, ça reste quand même très solide. Après, production Netflix, je sais que quand même l'Académie reste un peu à bouder parfois des productions, même si ça change. Hein, mais il y avait un moment donné, on ne nominait même pas sur Netflix, ça n'existait pas. Alors que là maintenant, il est de plus en plus présent. Voilà. Et donc, K-pop Demon Hunters. Mais là, par exemple, vu les milliards que ça a généré, s'il fallait quoi. Moi, je suis sûr qu'aux Oscars, il y a un concert live des 3 chanteuses de K-pop Demon Hunters, c'est sûr, tu vois. C'est dommage en fait, Frankenstein, parce que... C'était bien. En vrai, moi j'ai adoré le film voilà, personnellement, mais je trouve je le trouve très très bien. Et surtout, j'ai eu la chance de le voir sur un projecteur de 3 mètres de large. Ah ouais. Je pense que si tu as regardé ça sur ton ordinateur, honnêtement, ça vaut beaucoup moins la peine. Quoi. C'est un Guillermo del Toro. Quoi. Je veux dire, si tu vois pas ça au cinéma, autant ne pas le voir presque vraiment. Ouais, je suis d'accord. Et c'est assez triste. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été boudé. C'est peut-être pour dire Netflix, on met vos films, mais bon, ils n'auront rien, tu vois. Ouais, c'est comme Jay Kelly, tu vois. Voilà, Netflix, papa, on te met nominé, mais ça sera pas un prix. Quoi. C'est parce qu'il y a un petit serrage de main derrière qu'on ne connaît pas, mais c'est dommage parce que c'est devenu un peu. On en parle, on dit oh, c'est un film Netflix. Sauf qu'il y a quand même des bons films qui sortent et il y a des très bonnes séries, par exemple The Beast in Me que j'ai trouvé exceptionnelle, et je trouve ça dommage parce que c'est un peu perdu au milieu c'est triste des films pas un peu sortie. Polissés, des séries qu'on oublie vite. C'est vrai qu'il était nommé à travers l'actrice principale de Beast in Me, Claire Dance qui était nommée comme Matthew Rhys aussi, incroyable. Mais c'est dommage parce que du coup je pense que dans la proposition Netflix il y a 45 milliards de films. C'est ça. Et tu peux pas tout marketer quoi. Ils sont catégorisés Netflix et pour moi ça pêche un peu. Et t'as raison, des films comme Frankenstein méritent une sortie en salle et pas tout de suite sur une plateforme. Ils en ont eu rapidement. À Paris je sais qu'il y en avait eu, mais par exemple à Bruxelles je n'en ai pas vu une seule. En Belgique il n'y en a pas eu une seule. Même si pour moi c'est loin d'être le meilleur Guillermo del Toro. Oui. C'est sûr. Ça reste un événement quand même, Guillermo del Toro. Sûr. À chaque fois qu'ils ont un film, la dernière fois qu'il en a sorti un, c'était quoi encore? C'était Nightmare Alley, je pense. Non, et le Pinocchio en animation. Il y avait le Pinocchio. Qui était déjà chez Netflix parce qu'il a fait un deal avec Netflix depuis longtemps. Oui, je pense qu'il s'est fait avoir par la machine. Mais voilà, Nightmare Alley, moi j'avais adoré, que j'avais défendu dans un peu J'osais pas te le dire. Ouais, je comprends. Mais en fait, il était en 2 parties, c'est bizarre. Bref, mais non, sinon après la Shape of Water, quoi, tu vois. Shape of Water et puis Labyrinthe de Pan que j'ai revu pour l'occasion. C'est exceptionnel. Mais imagine, tu dois voir La forme de l'eau ou Labyrinthe de Pan sur un 13 pouces, mais je suis désolé. C'est pas possible en fait. On est en train de perdre les doigts. C'est bien, mais dans les discours aussi, que ce soit aux European Film Awards, aux Golden Globes, il y en a quelques-uns qui ont défendu quand même les salles de cinéma en disant. C'est Skarsgård qui a dit ça. Oui, c'est ça, exactement. Il a dit le cinéma se voit au cinéma. Bien vu, mec. Bien vu.
Québec. Merci. Bon, en tout cas, dites-nous si ça vous a plu, ces petits épisodes un petit peu atypiques des Golden Globes. Nous, en tout cas, ça nous fait un petit peu frétiller d'en parler, on aime bien. On a très hâte de faire nos pronostics des Oscars et puis de voir, parce que ce sera un score sur 20, évidemment. Il y a 20 catégories. Ils ont peut-être rajouté une avec les effets spéciaux, les cascades, il y a un truc nouveau. Mais bon, en gros, 20. On fera un score sur 20 points et on verra entre nous qui fait le meilleur score des prédictions, qui est le poulpe ultime des pronostics. Et puis en tout cas, nous, on vous souhaite une très bonne soirée, journée. On ne sait pas à quelle heure vous nous écoutez. Merci Jess d'être venue commenter. Je sais que tu n'avais pas beaucoup de temps pour être là. C'est toujours un plaisir. Mais elle nous a fait une grimace. non, je vais devoir filer, mais j'étais ravie d'être là. On te libère. En tout cas, nous, on se retrouve très très prochainement pour un épisode tout à fait classique. Ciao les amis. Salut. Ciao.